Par une nuit humide du mois d'août 1987, Don Henry et Kevin Ives, deux étudiants en dernière année du secondaire, se promènent dans les bois. Ils paieront très cher de s'être retrouvés au mauvais endroit, au mauvais moment. Selon les témoignages recueillis, ils auraient été les témoins d'une transaction impliquant des trafiquants de drogue. Cette histoire ne se termine pas avec la mort de ces deux jeunes hommes ou la souffrance vécue par leurs proches. Elle nous conduit dans les recoins les plus sombres de notre gouvernement, là où les mensonges sont sanctionnés par les hommes les plus puissants du pays. Très tôt dans l'enquête, nous savions qu'il y avait de la corruption au niveau des autorités locales. Plusieurs organismes chargés d'appliquer la loi ont fait croire à mes parents que ma tête était mise à prix. Pendant que j'avais la tête tournée, j'ai entendu ce qui m'a semblé être un coup de feu. If they can stick some garbage like this on me, then every American better be scared to death. There's a risk in everything that you do in this line of work. That's why the pay is so good. Il faut que les Américains se réveillent et qu'ils réalisent que s'ils ne surveillent pas leur gouvernement, il pourrait lui-même devenir une dangereuse organisation criminelle. Si vous pensez que l'industrie la plus prolifique aux États-Unis est l'industrie de l'automobile ou une multinationale, vous faites erreur. Le trafic de stupéfiants génère des profits de plus de 140 milliards de dollars chaque année, plus que n'importe quelle multinationale. Au milieu des années 1980, la cocaïne et le crack, son funeste dérivé, inondent les États-Unis. Les ramifications de ce trafic infâme se faufilent jusqu'au cœur des villes de l'Amérique, apportant violence et misère. Le gouvernement semble faire preuve de bonne volonté, mais les tsars de la drogue et les patrouilles douanières n'ont aucun effet sur le plus gros et le plus ingénieux trafiquant du pays, le gouvernement des États-Unis. Pourquoi des membres des plus hauts paliers gouvernementaux s'abaisseraient-ils à de tels desseins? La réponse se trouve peut-être dans la petite ville de Mena, en Arkansas. En août 1987, mon fils Kevin est allé passer la nuit chez son ami Don Henry. Le père de Don leur a permis d'aller chasser. Peu après, on nous a appris qu'ils avaient été frappés par un train. C'est Dan Harmon, le procureur du 7e district judiciaire, qui est à la tête du premier grand jury. L'adjoint du shérif de l'époque a donné l'ordre que l'on traite la scène comme si c'était un accident, ce qui va à l'encontre des règles de base de la police. Ils ont utilisé l'arrière du train comme point de référence pour récolter les indices et ils ont marché le long des rails. Quand le train est reparti, ils n'avaient rien trouvé d'intéressant. La consigne était de fouiller les environs comme si c'était un accident. Nous n'avons pas consacré assez de temps ni d'efforts sur la scène du crime lorsque c'est arrivé. Ils ont déployé 4 agents de police qui ont marché le long des rails du point d'impact jusqu'à l'endroit où les corps ont été retrouvés. Ils jetaient tout ce qu'ils trouvaient dans des sacs à ordures noirs. Les recherches ont été tellement bien menées qu'ils sont passés à côté des pieds de mon fils qui est resté à la vue de tous pendant 2 jours. Fahmy Malak, le controversé médecin légiste en chef de l'Arkansas, s'occupe de l'affaire. Son ami, Jocelyn Elders, dirige le département de la santé. Tous les deux sont des amis intimes et des partisans du gouverneur de l'époque, Bill Clinton. 3 semaines plus tard, le médecin légiste nous a expliqué qu'ils avaient fumé une grande quantité de marijuana. Ils se seraient endormis sur les rails et ils n'auraient pas entendu le train arriver. À ce moment-là, nous savions déjà qu'ils étaient couchés exactement dans la même position sur les rails et des drogués ne se seraient pas donné cette peine. Tout le monde connaissait Kevin.
Il était considéré comme un bon garçon. Il n'avait surtout pas la réputation d'être un drogué. De plus, son père est conducteur de locomotive. Alors plusieurs personnes ont trouvé bizarre que Kevin se soit allongé sur les rails, lui qui a toujours su à quel point c'est dangereux. À mesure que l'enquête avance, la famille Ives apprend de nouveaux faits déconcertants. On a entendu parler d'une bâche qui recouvrait les garçons. Nous avons demandé des explications aux autorités qui nous ont répondu que c'était une illusion d'optique. Plus tard, nous avons appris que le personnel à bord du train avait vu la bâche. Ils ont même amené un agent à l'endroit de l'impact et il a pu voir la bâche grâce à sa lampe de poche. Ils lui ont dit textuellement, c'est la bâche qui recouvrait les garçons avant l'impact. C'était un genre de bâche. Ce n'était pas un sac pour les dépouilles. Elle avait été pliée tant bien que mal. Si je me souviens bien, elle était placée là-bas. La bâche a disparu et on ne l'a jamais revue. Accablés par toutes ces contradictions, les parents des victimes tentent de surmonter leur douleur. Pendant ce temps, Dan Harmon fait tout pour ralentir et bloquer l'enquête. It's been decided that there will be a gag order imposed on all 16 members of the grand jury, although one should not be necessary. Whatever comes out of it, if someone's charged or not charged, the grand jury has done a tremendous job. Que ce soit au niveau de la ville ou de l'État, personne n'a collaboré. Nous étions très frustrés et surtout en colère. On nous a conseillé d'obtenir des injonctions. C'est ce que nous avons fait. Quand nous leur avons demandé des preuves et une seconde opinion, le laboratoire scientifique a défié l'ordonnance. L'hôpital Selene Memorial a également défié l'injonction. Peu importe où nous nous tournions, nous faisions face à un mur. Dr. Malik, you know me. I have work to do. Dr. Malik. Cette émission d'information régionale rend public des allégations qui remettent en question les compétences du coroner Fahmy Malak. Son ami de longue date, Jocelyn Elders, le défend de toutes ses forces et accuse les journalistes d'irresponsabilité. I really feel that Arkansas owes Dr. Malak a great debt and a real apology. Reports have also indicated that Malak lied in various trials when asked about his credentials. And my record speaks for itself. In an exclusive interview, Dr. Fahmy Malak denied allegations and defended his record. I never lied under it. Never. 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 But not all of Malik's former co-workers hold the same confidence. Philip Kaplan represents Malik's former assistant, Dr. Lee Beamer. Beamer is suing Malik for allegedly firing him without proper cause. Beamer previously revealed that Malik testified about autopsies he never conducted. Le docteur Malak a admis avoir menti sous serment. C'était au cours d'un procès pour meurtre, pour lequel il disait avoir fait l'autopsie. Mais il était au Mississippi au moment où l'autopsie a été pratiquée. Il avait des problèmes avec sa voiture. Although Malik is no longer under a gag order by the Saline County Grand Jury, he has decided not to comment on any allegations against him. Dr. Malak, people say that as state medical examiner you bungled cases and lied. Sir, I told you before. Like our president said, read my lips. I'm not going to comment. Un examen approfondi des documents de la Cour et des témoignages révèle que l'expertise de Malak a été infirmée dans au moins 3 affaires médicales. Les familles des victimes engagent le docteur Joseph Burton, un médecin légiste très respecté, pour pratiquer une nouvelle autopsie sur Don Henry et Kevin Ives. Il est fort probable que ces 2 garçons ne sont pas morts accidentellement. Ils sont morts des suites de blessures qu'une ou plusieurs personnes leur ont infligées. Don Henry a été poignardé et Kevin a eu le visage fracassé, probablement par la crosse d'un fusil. C'est le docteur Malak qui a fait les premières autopsies à la morgue de l'État. Les experts qui ont pratiqué la seconde autopsie sont stupéfaits car ils ne s'expliquent pas comment celui-ci a pu passer à côté des blessures.
Malak refuse d'admettre qu'il a fait une erreur. Was there stabbed? The answer is no, they were not stabbed. Were they dead beforehand? Absolutely no, they were alive. En plus de la controverse entourant cette affaire, des rumeurs persistantes de trafic de drogue circulent dans la petite ville. On entendait parler de drogue, larguée par avion ou par train. Malgré 2 ans d'enquête bâclée, de mensonges flagrants, de fausses autopsies et de dissimulation, Linda Ives continue à vouloir démasquer les assassins de son fils. Elle ne peut pas s'empêcher de se demander qui peut bien se donner tant de mal pour étouffer l'affaire. Pour les trafiquants, la petite ville de Mena peut-elle être importante au point qu'ils soient prêts à mutiler et à tuer 2 jeunes hommes innocents? Il y a tant d'endroits possibles pour parachuter de la drogue aux États-Unis, des endroits beaucoup plus près des frontières. Pourquoi la ville de Mena est-elle si importante dans le trafic de la drogue? Russell Welch est un officier de police de l'Arkansas qui a commencé à travailler à la police criminelle au début des années 80. À cette époque, il a pour mission de surveiller certaines activités louches à l'aéroport de Mena. Dans cet aéroport, il y a de petits ateliers où on répare les avions. Il n'y a pas de tour de contrôle, alors ce n'est pas surveillé. C'est un endroit idéal pour des trafiquants, car leurs allées et venues ne sont pas contrôlées. C'est une piste qui n'est pas surveillée, et il n'y a pas beaucoup de policiers autour pour enquêter. Au cours des années 80, Barry Seal est le plus célèbre trafiquant de drogue des États-Unis. Il commence sa carrière à la TWA. Son talent et sa débrouillardise lui valent d'être recruté par les forces spéciales de l'armée américaine. Finalement, la CIA l'embauche pour faire de la contrebande d'armes lors d'opérations contre Castro et les communistes en Amérique centrale et en Amérique du Sud. Les liens de Seal avec la CIA le protègent du FBI, de la DEA et de tous ceux chargés d'appliquer la loi. Au fil des ans, il rassemble une flotte d'avions et constitue un réseau de pilotes et de mécaniciens. Il fait affaire avec le cartel de Medellín, défiant ainsi toutes les lois. Lorsqu'il effectue des opérations clandestines ou des coups montés pour des agences gouvernementales, on dit qu'il rapporte 1 kilo de drogue pour lui et 1 kilo pour les agents fédéraux. Le shérif m'a renseigné à propos d'un trafiquant de cocaïne de Baton Rouge du nom de Barry. Il avait beaucoup d'avions là-bas. À la Rich Mountain Aviation, ils ont pris plusieurs photos. On y voit des changements de numéro de queue et toutes sortes d'activités louches qui ne peuvent être faites que par des trafiquants. Je savais que Barry Seal était un informateur. Il avait été arrêté et reconnu coupable en Floride. Il a retourné sa veste et est devenu un mouchard pour éviter la prison. J'ai présumé que puisqu'il travaillait avec les agents fédéraux de la Floride, ceux-ci le protégeaient des contre-coups de mon enquête en Arkansas. Le 15 avril 1985, le président Reagan fait un discours pour exprimer son accablement devant la situation au Nicaragua. The history of this century forces me to believe that to do nothing in Central America is to give the first communist stronghold on the North American continent a green light to spread its poison throughout this free and increasingly democratic country. L'année 1985 est aussi une année charnière pour Barry Seal. En 1985, un agent de la DEA en Arkansas m'a dit que selon un de ses amis de Mobile, en Alabama, Barry Seal faisait de la contrebande d'armes au Nicaragua. Pour le récompenser, on lui donnait le droit de revenir au pays avec de la drogue. Dans son équipe de pilotes performants, Barry Seal peut compter sur son ami et beau-frère Billy Bob Bottoms, un ancien pilote d'hélicoptère au Vietnam. Pour garder les affaires dans la famille, Billy Bob devient l'un des pilotes les plus importants dans le trafic de la cocaïne. Nous avions des petits bimoteurs avec de l'équipement électronique sophistiqué et une grande autonomie. Nous pouvions voler des États-Unis à la Colombie sans escale. Habituellement, je décollais au milieu de la nuit. Rendu en Colombie, je refaisais le plein et je ramassais 6 gros sacs de cocaïne, soit environ 300 kilos.
Je retournais aux États-Unis où j'effectuais le parachutage. Efficacité et secret, voilà la devise de SEAL. Les parachutages sont toujours effectués la nuit et selon un horaire extrêmement bien planifié. La porte avait été modifiée pour qu'on puisse l'ouvrir de l'intérieur et la pousser. Il y avait un convoyeur à rouleau installé sur le plancher. Nous avions fabriqué une sorte de palette en aluminium sur laquelle nous pouvions déposer 6 sacs. La palette se repliait sur les côtés et se fermait par le haut. Des harnais étaient ensuite attachés aux sacs et aux parachutes. Quand la zone de parachutage était en vue, je poussais le tout avec une sangle d'ouverture automatique pour déployer le parachute. L'avion volait à 300 mètres et la marchandise atteignait rapidement le sol. La palette avait été conçue pour s'ouvrir dès qu'elle entrait en contact avec le sol. Ça libérait les sacs sans jamais endommager la marchandise. Nous n'avions pas besoin de protection pour voler dans le ciel des États-Unis. C'était un petit travail de routine qui ne nous faisait pas peur. Grâce à son efficacité et à la liberté d'opération que lui procurent les petits aéroports et douaniers, la fortune de Barry Seal augmente sans cesse. Il partage généreusement son magot avec plusieurs fonctionnaires et hommes d'affaires de Mena en échange de leur protection et de leur silence. Personne ne veut risquer de perdre cette source de revenus. Selon des estimations prudentes, au milieu des années 80, quand les opérations de Barry Seal sont à leur apogée, des avions arrivent à Mena ou ailleurs au rythme de 4 ou 5 par semaine. Ils transportent de 300 à 1500 kilos à la fois d'une marchandise mortelle évaluée entre 15 et 75 millions de dollars sur le marché. La marijuana, la cocaïne et l'héroïne sont importés sans aucune difficulté. C'est l'impasse dans l'enquête bâclée sur la mort de Kevin et de Ron. Malgré des reportages diffusés à la grandeur du pays sur des émissions comme Unsolved Mystery et 60 Minutes, le mystère reste entier. Les rumeurs abondent, mais rien ne se précise. 2 ans et demi après le drame, une commission fédérale antidrogue est mise sur pied en Arkansas. C'est Gene Duffy, procureur enthousiaste, qui la préside. J'ai constitué la commission et j'ai engagé des agents. J'ai fait tout ce qu'il fallait pour instituer une enquête sur le trafic de stupéfiants dans cette région. Un des premiers rapports des enquêteurs révèle que l'affaire des jeunes tués par le train pourrait être reliée à un réseau important de trafiquants de drogue basé dans la région de Mena. Certains témoins dans l'affaire du train sont morts à un moment opportun. J'ai fait confiance à l'instinct de mes agents doubles et je leur ai donné le feu vert. Un agent m'a appris qu'il y avait des parachutages de drogue dans cette région, près de l'endroit où Kevin et Don ont été tués. Ces parachutages de drogue n'avaient fait l'objet d'aucune enquête dans notre district. L'enquête révèle également que des résidents de Mena ont fait de nombreuses plaintes à propos de vols à basse altitude tard la nuit. Le shérif du district de Saline envoyait un agent recueillir le témoignage de ces personnes, puis il rangeait le dossier. Il n'y avait jamais d'enquête. Ces rapports étaient disponibles au moment de l'enquête sur la mort de Kevin et de Don. S'il est vrai que des policiers acceptent des pots de vin, Gene Duffy sait qu'elle doit trouver des preuves dans la rue. J'ai engagé 7 officiers, dont la mission consistait à s'immiscer dans le milieu, à acheter sur la rue, puis à remonter la filière jusqu'aux fournisseurs, qui étaient ceux que nous recherchions, bien entendu. Très rapidement, nous avons découvert des liens avec plusieurs fonctionnaires de la région. Le nom qui revenait le plus souvent était celui de Dan Harmon.
Nous avions aussi une informatrice qui a avoué avoir déjà participé au trafic de la drogue. Elle nous a raconté qu'elle était allée ramasser un paquet de cocaïne près de l'endroit en question. Elle avait aussi témoigné devant un grand jury fédéral qu'elle avait été la maîtresse de Dan Harmon alors qu'il était marié. Harmon, qui vient d'être élu procureur du district, apprend la teneur de l'enquête. Les médias commencent à recevoir de fausses informations pour discréditer Jean Duffy et son travail. Ceux qui ont lancé cette campagne pour me discréditer et dissoudre la commission étaient sous l'influence de Dan Harmon. À l'époque, c'était déjà indéniable que Dan Harmon était un joueur clé dans cette affaire de trafic de drogue. Au cours d'un revirement inattendu, Harmon fait face à son tour à des accusations. Harmon was released from federal custody yesterday while he awaits his trial. You may remember just last Thursday, Harmon was jailed after refusing to take drug tests. Harmon maintains his innocence and says he's a victim of government harassment. If they can stick some garbage like this on me, then every American better be scared to death. Pourquoi les Américains doivent-ils craindre le pire? Harmon est-il impliqué dans une opération illégale à plus grande échelle? Les activités de Barry Seal nous éclairent sur la signification réelle des paroles de Dan Harmon. Depuis 1985, Barry Seal passe son temps à se battre contre toutes sortes d'accusations. Malgré tout, il gagne tellement d'argent grâce à son association avec Pablo Escobar, Carlos Leder et le cartel de Medellín que ses dépôts quotidiens à la banque excèdent souvent 50 000 $. Certains fonctionnaires croient que les actifs cachés et déclarés de Barry Seal sont de l'ordre d'environ 5 milliards $. Mais l'atout le plus important de Seal est son habileté à opérer en marge de la loi. Louis Anglesby, un jeune avocat de Bâton Rouge, représente Barry Seal dans ses nombreux démêlés avec la justice. Ce que nous savons, c'est que Barry Seal a probablement commis plusieurs crimes. Il était recherché pour plusieurs affaires et il a été condamné à 2 reprises. Cependant, quand il est sorti de prison, il a fait des choses que le gouvernement ne pouvait pas se permettre. Grâce à lui, on a pu arrêter des gens très dangereux, de très grands criminels qui étaient recherchés partout sur la planète. L'administration Reagan a toujours de la difficulté à convaincre les Américains et le Congrès de financer les Contras dans leur lutte contre le gouvernement sandiniste au Nicaragua. The Soviets and Sandinistas must not be permitted to crush freedom in Central America and threaten our own security on our own doorstep. Now the Congress must decide where it stands. So tonight, I ask you to do what you've done so often in the past. Get in touch with your representatives and senators and urge them to vote yes. Tell them to help the freedom fighters. Help us prevent a communist takeover of Central America. La ferveur anticommuniste de Reagan sauvera Barry Seal. Après plusieurs tentatives pour l'inculper, il est arrêté pour avoir essayé de vendre pour 200 000 $ de drogue à Fort Lauderdale. Seal fait face à une sentence de 10 ans, mais il est remis en liberté sous caution. À Washington, il rencontre des dirigeants de la DEA, l'agence du contrôle de la drogue, auprès de laquelle il se vante de pouvoir impliquer les sandinistes du Nicaragua dans le trafic de la cocaïne. Les représentants de la commission antidrogue de George Bush sont très intéressés, tout comme les responsables des opérations secrètes du Conseil national de sécurité, le vice-amiral Poindexter et le lieutenant-colonel Oliver North. Quelques semaines avant d'être jugé, Barry Seal est libre de s'adonner encore une fois au trafic d'armes et de drogue. Il convainc même la CIA et la DEA de fournir une somme de 40 000 $ pour apporter des améliorations à son avion préféré, le C-123. Quand la CIA et Oliver North ont su que le coup monté par la DEA avait lieu au Nicaragua, ils ont voulu s'impliquer. Avec la bénédiction de la DEA et du Conseil national de sécurité, Barry Seal fait appel au cartel de Medellín et à Federico Vaughn, un agent secret de la CIA au Nicaragua. Ils organisent une livraison de drogue dans un aérodrome au Nicaragua.
Les photographies que Seal prend deviennent d'une importance capitale quand Oliver North les montre au président. The Sandinistas have even involved themselves in the international drug trade. I know every American parent concerned about the drug problem will be outraged to learn the top Nicaraguan government officials are deeply involved in drug trafficking. This picture, secretly taken at a military airfield outside Managua, shows Federico Vaughn, a top aide to one of the 9 commandantes who rule Nicaragua, loading an aircraft with illegal narcotics bound for the United States. No, there seems to be no crime to which the Sandinistas will not stoop. This is an outlaw regime. Les agents de la CIA confirment que le discours de Reagan a fait sauter la couverture de Seal au sein du cartel de Medellín, dont les membres utilisaient le gouvernement corrompu du Panama et les dirigeants des Contras pour faire passer leur drogue. Ils changent rapidement de tactique. Le but d'Oliver North était de venir en aide aux Contras. C'était tout ce qui comptait. Il ne se préoccupait pas du cartel de Medellín et des répercussions de cette opération sur leurs activités futures. S'il n'avait pas rendu publique cette opération, les 3/4 des membres du cartel de Medellín auraient été arrêtés. Quelques semaines plus tard, les activités du cartel reprennent de plus belle. Les narcodollars continuent à financer le Fonds des combattants pour la liberté de Reagan, ce qui leur permet de commencer la construction d'un petit aéroport et d'un camp de base à Nella, près de Mina, pour y entraîner des Contras. Ici, c'est la piste d'atterrissage. Sur cette colline, où il y a de l'électricité, on peut même voir une petite cabane. Nous devions bâtir une base ici. Les affaires de Seal continuent d'aller bon train. Mais dans le domaine du trafic d'armes et de drogue, quand le vent change, il souffle très fort. The story is there's a $350,000 contract on your life. That's true. John, there's a risk in all covert operation work. There's a risk in everything that you do in this line of work. That's why the pay is so good. Au début de 1986, l'administration Reagan se retrouve au beau milieu d'une controverse. Un quotidien de Beyrouth dévoile les détails d'un accord secret de vente d'armes entre les États-Unis et l'Iran. Les profits sont cachés dans un compte en Suisse. Ils sont utilisés par le vice-amiral Poindexter et Oliver North pour financer les Contras dans leur guerre contre les sandinistes, malgré l'opposition du Congrès et du peuple américain. C'est une violation de la Constitution. Ces révélations scandaleuses ont un grand effet sur la population qui demande des explications à ses dirigeants. What is involved is that in the course of the arms transfers, certain monies were taken and made available to the forces in Central America which are opposing the Sandinista government there. Le sénateur John Tower est nommé à la tête d'une commission qui doit faire la lumière sur cette affaire. Tous ceux qui sont impliqués seront assignés à comparaître en audience publique. Cependant, un témoin clé sera absent. Barry Seal est assassiné en février 1986 par un tueur à gages prétendument engagé par le cartel de Medellín. Au moment de l'assassinat de Seal, le FBI, la DEA et plusieurs corps de police enquêtaient sur ses activités. Sam Dalton, procureur de la Nouvelle-Orléans, réalise à quel point Barry Seal est important pour le FBI quand ceux-ci viennent saisir une malle retrouvée dans sa voiture. Cette malle contiendrait des preuves qui relient Barry Seal au Conseil national de sécurité, au directeur de la CIA, William Casey, et à d'autres hauts fonctionnaires à Washington. Il a fallu qu'un juge ait le courage de faire face au gouvernement fédéral pour que nous puissions récupérer cette malle. Il les a forcés à nous la rendre. Cependant, ils l'avaient déjà fouillée et ils avaient pris certains documents. Heureusement pour nous, ils avaient oublié certaines petites choses qui ont prouvé à quel point le contenu de cette malle était important. 3 mois plus tard, c'est de nouveau la controverse. Le 3 octobre 1986, le Fat Lady, l'avion de Barry Seal qui appartient maintenant à la CIA, est abattu par des sandinistes au sud du Nicaragua.
L'avion est rempli à craquer d'armes et de provisions pour les Contras. 3 membres de l'équipage meurent et le 4e, Eugene Hasenfuss, est capturé. My name is Gene Hasenfuss. Baronet, Wisconsin. But the people involved were not from our military, not from any U.S. government agency, and CIA included. Eugene Hasenfuss est associé à la CIA depuis les célèbres opérations de trafic de stupéfiants au Laos au cours des années 60. Lorsqu'il est capturé, les sandinistes trouvent plusieurs numéros de téléphone sur lui, ceux d'agents de la CIA, celui du Conseil national de la sécurité et celui du vice-président de l'époque, George Herbert Walker Bush. Hasenfuss est condamné à 30 ans de prison pour trafic d'armes et de drogue. Mystérieusement, il est libéré 1 mois plus tard. En 1987, le Congrès ouvre une enquête sur les Contras. La drogue et l'équipement destiné aux Contras continuent de transiter à Mena. Malgré la surveillance constante des autorités, les pots de vin coutumiers empêchent toute arrestation. Chaque après-midi, quand je m'entraînais, je voyais Oliver North à la télé, qui répondait aux questions du sous-comité. Je me disais que si le Congrès enquêtait sur cette affaire, c'est qu'il y avait bel et bien quelque chose d'illégal là-dessous. L'affaire Barry Seal m'avait déjà complètement épuisé. C'était une affaire bien trop grosse pour moi et personne ne voulait m'aider. Lorsque la commission tire à sa fin, le vice-amiral Poindexter et le lieutenant-colonel Oliver North sont priés de quitter leurs fonctions. Quelques semaines avant la mort de Kevin et de Don, Russell Welch est témoin de certains événements. En août 87, 2 agents du FBI sont venus à Mena et ont rencontré certains de mes collègues avec qui je travaillais depuis plusieurs années. Ils ont dit que la compagnie Southern Air Transport avait quitté Miami pour venir s'installer à Mena. Venant de nulle part, un C-130 a atterri à l'aéroport de Mena. Les agents sont venus en nous le mois où les 2 jeunes hommes ont été tués. Southern Air Transport, une compagnie de la CIA, continue les parachutages à Mena, même après la mort de Kevin et de Don. Malgré l'absence d'aide des autorités locales et fédérales, Linda Ives et Jean Duffy poursuivent leur enquête. Elles sont convaincues que les ordres viennent de très haut en ce qui a trait au trafic de la drogue. Des gens si haut placés qu'ils n'ont jamais entendu parler des 2 garçons tués par un train. Personne ne veut mettre en péril cette source inépuisable de capitaux, même si elle provient de la drogue. La première enquête a été celle du shérif du district de Saline, James Steed. C'est clair qu'il a caché de l'information et qu'il faisait partie de ceux qui voulaient étouffer l'affaire. Puis on a nommé Dan Harmon au poste de procureur spécial et il a dirigé un grand jury pour enquêter sur l'affaire. Nous avons eu droit à des mois et des mois de camouflage et au décès fortuit de plusieurs témoins. Quand la police de l'État a pris l'affaire en main, nous étions très heureux parce que nous étions convaincus que nous allions enfin voir la fin de cette enquête. L'enquête de la police de l'État de l'Arkansas n'a été rien d'autre qu'une mascarade. Les dossiers doivent faire près d'1 mètre de haut, mais il n'y a que quelques centimètres qui reflètent les interrogatoires qui ont vraiment eu lieu. Une vraie fourberie. En 1990, il y a eu l'enquête du grand jury fédéral. On nous avait promis qu'on porterait des accusations. Quand Chuck Banks a mis fin à cette enquête sans avertissement en juin 1991, nous étions complètement abattus. Enfin, qui a le pouvoir d'arrêter une enquête fédérale? Je n'ai pas compris pourquoi le procureur des États-Unis, Chuck Banks, a mis fin à l'enquête fédérale et a exonéré Dan Harmon. Il l'a fait malgré que tous les membres du grand jury voulaient l'inculper.
6 ans après le drame, un témoin oculaire des meurtres vient rencontrer Linda Ives. Linda Ives a amené ce témoin aux autorités locales qui l'ont référé au FBI. Les agents du FBI l'ont tout de suite pris sous leur protection. Ils lui ont fait passer le test du détecteur de mensonges qu'il a réussi, puis ils ont ouvert une enquête. Au début, nous n'avions pas remarqué qu'il y avait du monde. Comme je l'ai dit, on déconnait. Puis nous avons vu des personnes sur la voie ferrée et la lumière d'une lampe de poche qui bougeait. Ils ne nous regardaient pas, mais nous pouvions voir la lumière. Nous avons cessé de parler, puis nous nous sommes approchés sans faire de bruit. Il y avait 5 personnes sur la voie ferrée. J'ai tout de suite trouvé ça curieux, car à l'époque, ma mère fréquentait un avocat qui s'appelait Dan Harmon, et je l'ai tout de suite reconnu. Quelques minutes plus tard, nous avons vu 2 autres personnes qui marchaient le long de la voie ferrée. Ils avaient un fusil et une lampe de poche et ne semblaient pas être avec les autres. Quand ils ont vu qu'il y avait d'autres personnes sur la voie ferrée, ils ont voulu faire demi-tour. Dan leur a fait signe de venir les retrouver. Ils ont hésité un moment, puis ils ont marché vers le groupe. Pendant que j'avais la tête tournée, j'ai entendu ce qui m'a semblé être un coup de feu. Puis j'ai vu un éclair de lumière, comme on peut s'imaginer que ferait un coup de feu dans la nuit. Nous étions terrifiés et nous nous sommes enfuis. D'autres témoins ont confirmé ces faits. Je sais que Dan Harmon était là parce que j'étais assise dans ma voiture sur la route. Je suis certaine à 100% qu'il y a eu un parachutage ce soir-là. Ça ne fait aucun doute. La seule note positive de cette enquête, c'est que Dan Harmon doit enfin répondre de ses actes. Court definitely wasn't in session in this Benton courtroom this morning, but instead a farewell party for Saline County Prosecutor Dan Harmon, who says he's headed to Gulfport, Mississippi to live. It's time to move on to another chapter and do something different. Enjoyed about all this I can stand. Peu après la démission de Harmon, il est inculpé pour plusieurs accusations de fraude fiscale, trafic de stupéfiants et extorsion. After 2 days of deliberations, the jury found Harmon guilty of 5 of 11 counts, guilty of drug charges, racketeering, and extortion. En novembre 1995, Linda et Larry Ives ont insisté pour rencontrer les agents du FBI au bureau de Little Rock. Ils ont dit à Linda et à Larry qu'après 18 mois d'enquête, ils n'avaient pas recueilli suffisamment de preuves et qu'ils devaient conclure qu'aucun crime n'avait été commis. Chaque enquête abandonnée augmente le chagrin des familles des 2 jeunes hommes. Ils ne peuvent pas vivre leur deuil tant que cette histoire n'est pas résolue. Linda et Jean continuent de chercher des preuves. Louis Oglesby, l'ancien avocat de Barry Seal, révèle des faits troublants à propos de son ancien client. Au moment de son assassinat, le fisc américain poursuivait Barry Seal pour 80 millions de dollars d'impôts impayés. Je passais mon temps en cours pour défendre Barry Seal dans plusieurs affaires, car je croyais que la manière dont ils avaient enquêté sur mon client n'était pas correcte. J'ignorais qu'il travaillait pour le gouvernement. J'avais beaucoup de travail et les procureurs également. L'un d'eux m'a dit un jour, « Pourquoi ne demandes-tu pas à Barry d'appeler la cavalerie? Tu n'aurais plus à t'en faire. » Je n'avais aucune idée de ce qu'il voulait dire, mais j'en ai parlé à Barry. Il m'a dit, « Je ne vais rien te dire, je vais plutôt te montrer. Appelle à ce numéro. » J'ai appelé au numéro qu'il m'a donné et c'était le numéro du bureau du vice-président Bush. Quelqu'un qui prétendait être un amiral a pris le téléphone et je lui ai dit qui j'étais. Il était si interloqué qu'il a raccroché. Je ne comprenais plus rien. Barry a rappelé et il a salué la personne, puis il s'est excusé de m'avoir fait appeler.
La seule chose qu'on peut conclure, c'est qu'ils se parlaient régulièrement sur ce qui devait être une ligne sécuritaire. Barry Seal était en contact direct avec Bush et il l'avait dans sa poche. Les membres de l'administration Reagan ont déjà traité avec des terroristes iraniens dans une tentative désespérée de financer une guerre clandestine au Nicaragua. Pourquoi hésiteraient-ils à utiliser les barons de la drogue de Colombie? Chose certaine, c'est que Barry Seal était en contact avec des gens très haut placés au gouvernement. Avec l'arrestation du procureur Dan Harmon, l'agent présumé de Seal à Mina, la culpabilité du gouvernement est de plus en plus probable. Il faut que les Américains se réveillent et qu'ils réalisent que s'ils ne forcent pas leur gouvernement à bien se conduire, ils vont perdre leur liberté. La prémisse du gouvernement pour combattre le crime suggère que les Américains abandonnent leur liberté. Ces derniers doivent comprendre que l'unique chose qui va arriver, c'est qu'ils perdront leur liberté. Quant au crime, il sera toujours présent. La seule différence, c'est qu'un grand criminel, et j'ai nommé le gouvernement, joindra les rangs de ses semblables. Les meurtriers de Kevin et de Don ne seront peut-être jamais amenés devant les tribunaux. Si le gouvernement est effectivement impliqué dans leur mort, la honte ne s'effacera pas. La drogue parachutée à Mina, en Arkansas, a détruit plusieurs vies. Ce n'est qu'une infime partie de la misère et de la destruction qu'engendre la cocaïne, le crack et les autres drogues qui entrent sans problème aux États-Unis. Cette misère ne cessera pas seulement en diffusant des publicités pour dire non à la drogue. Il faut que le gouvernement soit le premier à dire non. Ils auraient la possibilité de fermer les frontières de ce pays demain matin et plus un gramme de cocaïne ne passerait. La vie de tous ceux qui ont été impliqués dans les meurtres de ces jeunes hommes a été bouleversée. Pendant qu'il enquêtait sur l'aéroport de Mina, Russell Welch a été lentement empoisonné au moyen d'anthrax inséré dans des lettres qu'il a reçues. Il a failli mourir. Ses reins et son système immunitaire ont été pratiquement détruits et il a dû prendre sa retraite. Dan Harmon a discrédité Jean Duffy publiquement et malgré le travail incroyable effectué par la commission qu'elle dirigeait, il a ruiné sa carrière. Elle enseigne maintenant dans une école secondaire. Pour les familles des victimes, l'argent et la justice ne pourront pas compenser la perte de leur fils. Le meurtre de mon fils, le 23 août 1987, est la seule chose qui compte. Je veux que ses auteurs soient traduits en justice. Le chagrin d'une mère nous a menés de découverte en découverte. On ne saura peut-être jamais le nom des responsables des meurtres de Kevin et de Don, mais nous savons maintenant que nous devons nous poser une question importante. Comment doit-on réagir lorsque le gouvernement, qu'il soit local ou fédéral, ferme les yeux sur la corruption et va jusqu'à en être complice? Nous n'avons pas trouvé la réponse à cette question dans les archives oubliées.